Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Objection reçoit ce dimanche le professeur Meissa Babou. Il est économiste à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Babou, bonjour. Et encore une fois, merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci, Baye Omar. Merci encore de la confiance. Je voudrais au passage aussi saluer l'ensemble de vos auditeurs et vous dire bravo. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous l'ignorez, mais l'audience est extraordinaire et Sud reste quand même dans une dimension éditoriale certainement qui plaît aux Sénégalais. Merci et bravo pour ces encouragements. Alors, économie, vous connaissez le sujet. Aujourd'hui, il y a polémique autour des ressources naturelles. Polémique aussi dans l'attribution des contrats pétroliers et gaziers, mais aussi dans l'attribution des gisements de fer de Falémé. Alors, Meissa Babou, le premier sujet, c'est d'abord l'alerte sonnée par le FMI, le Fonds monétaire international. Justement, ça a été dit et redit par des experts sur la même question, tension budgétaire au Sénégal. Un gap de 115 milliards, et justement c'est ce qui ressort de la dernière revue de l'ESPE. Que vous inspire une telle situation? Oui, sur la tension budgétaire, je crois que le FMI n'a fait que répéter ce qu'il y a peut-être 2 ans ou plus, nous étions en train quand même de dire, d'alerter le gouvernement et principalement le ministre Amadou Ba, le ministre des Finances, sur les difficultés à venir. Et je crois que l'ancien Premier ministre Loum en avait parlé. Et vous rappelez que le ministre avait réagi en disant que oui, l'État du Sénégal a 700 milliards dans ses caisses, ce qui est extrêmement dangereux de révéler même que quand même les fonds détenus par un État qui doivent rester secrets. Mais l'histoire donne raison quand même à tous ceux qui, depuis ces 2 années-là, continuent d'alerter. Baye, Omar, vous savez, nous ne sommes pas des magiciens. Le Sénégal est un pays de fiscalité. Ce pays-là n'a pas beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, très souvent, le tiers ou le quart du budget est commandé. C'est de l'argent emprunté, c'est de l'argent que des partenaires nous octroient. Mais avec une telle situation financière, quand vous avez une masse salariale qui n'est pas très loin des 50-55 milliards par mois, quand, si je prends le cas de l'année dernière, vous êtes presque à 80 milliards de service de la dette, 82, je crois milliards de service de la dette, qui sont 2 dépenses incompressibles. Si vous faites l'addition des salaires des fonctionnaires plus ce qu'il faudra rembourser à ces bailleurs de fonds, vous dépassez 120 milliards, 130 milliards. Or, si on regarde la configuration des ressources propres du Sénégal, port, fiscalité intérieure, mensuelle, mais on ne peut pas dépasser 130, 140 milliards. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous risquons d'avoir pour chaque mois un déficit, non pas sur ces 2 dépenses-là, mais par rapport à d'autres engagements. C'est-à-dire que l'État paye, fait l'effort de payer les salaires, ce qui est très possible, payer les services de la dette, ce qui est très possible, mais après, les met en l'air. C'est-à-dire que même pour les feuilles de papier, dans les ministères, ça pose problème. Même pour le carburant de certains, ça pose problème. Et les fournisseurs? Oui, non, les fournisseurs ne seront jamais payés. C'est-à-dire que donc, c'est justement là où j'allais en venir. C'est-à-dire que donc, avec une impossibilité d'avoir des ressources supplémentaires mensuelles, qu'est-ce qu'on a fait depuis 2012-2013, ces premières années? Si on regarde l'historique de l'emprunt, des emprunts obligataires sénégalais, on s'en rend compte que pratiquement chaque 2-3 mois, l'État du Sénégal empruntait 25 milliards à la bourse. C'était en fait un peu des compléments de dépenses. Surtout que l'État a engagé, quand même, s'est engagé sur des projets qu'il faudra forcément
financés sur fonds propres, très souvent, parce que ça, ce n'est pas en fait un financement avec des bailleurs de fonds. Oui. Bref, Oui. pour dire quoi? Pour dire que cette tension était visible. Mais que le FMI en parle. Oui, justement, c'est dans que le langage. oui, c'est diplomatiquement parlant. Depuis 2 ans, le FMI joue sur 2 tableaux. En fait, ils disent toujours la dette du Sénégal est soutenable tant que il y a une condition, tant que oui, le taux de croissance continue, etc. Mais soutenable, on est arrivé à un moment où le remboursement de ces dettes-là pose problème par rapport à une trésorerie locale qui doit aussi gérer ce qu'on appelle la dette intérieure. Et dans le dernier rapport, ils ont dit qu'il y a des arriérés. Et c'est là où on dit que entre 800 milliards et peut-être 1000 milliards, moi j'ai emprunté ces chiffres, les 800 milliards de la presse, les 1000 milliards du député Diallo, qui lui avait dit qu'effectivement ça pouvait atteindre ce montant-là. Alors, si nous sommes dans ce cas-là, il y a 3 situations qui peuvent se poser. Soit c'est une difficulté. Et la difficulté financière ne dépasse pas un retard de 3 mois. En finance, en tout cas, nous, ce que nous enseignons aux étudiants. Les 3 mois de retard, c'est pas très grave. On parle de difficulté. Mais quand ça dépasse l'année, c'est comme le cas des écoles privées qui ne sont pas payées depuis 1 an et demi, mais on passe de difficulté à tension. Et quand il y a une tension de trésorerie, c'est que voilà, vous restez très longtemps à ne pas payer des entreprises qui peut-être ont pris des crédits bancaires et qui ont des problèmes de fonds de roulement. Ensuite, nous allons tout droit, si on ne prend pas des mesures actuellement urgentes, nous allons tout droit vers ce qu'on appelle la banqueroute. Oui, ça c'est une rupture. Là, toujours dans ce cheminement, il a été constaté que les recettes jusqu'en fin septembre sont sensiblement inférieures à ce qui était attendu dans la loi des finances rectificatives. Oui, là également, je crois que tous les ans, oui. Je crois qu'avoir entendu des députés dénoncer l'exercice de l'année dernière, qu'effectivement il y avait un gap, souvent ce gap est caché. Et je crois même avoir entendu Sonko en parler, mais par rapport à l'année dernière. Cette année, si le FMI fait cette révélation de 115 milliards, nous attendons la réaction du ministre du budget. Mais ce gap-là peut être expliqué. Soit c'est au niveau intérieur que la fiscalité n'a pas pu aller. Mais c'est justement un problème de recouvrement fiscal. Et de toute façon, il peut y avoir un problème donc de recouvrement intérieur. Mais attention, très souvent, il peut s'agir aussi d'un manque de dynamisme économique. Attention, parce que la fiscalité est relative par rapport à l'économie. Plus il y a de l'économie, plus il y a des impôts payés, c'est tout. Parce que la TVA est liée à la consommation. Donc, soit nous sommes une économie un peu au ralenti, perte de moins 1% en économie, ça risque de vous faire perdre 10% de points fiscaux. Ben oui. Mais là, vous posez un problème crucial. Oui, ce sont des prévisions qui peuvent ne pas se réaliser. Si le port, avec tous ces problèmes administratifs, de retard des conteneurs, ne parvient pas à bien travailler, mais écoutez, il y a beaucoup de pays comme le Mali qui peuvent aller débarquer en Côte d'Ivoire. Et donc, nous perdons peut-être de ce côté-là en recettes douanières. Sans compter qu'à l'intérieur, la consommation est liée à la TVA. Et donc, si la consommation baisse ne fût que 1 à 2 points, mais nous perdons pratiquement beaucoup de points. Vous posez un diagnostic d'une situation. Les causes justement de ce je ne suis pas trop certain que c'est ça, parce que je n'ai pas vu le rapport, mais je suis simplement que le FMI parle d'un gap de 115 milliards. Oui. J'explique simplement que c'est possible à l'intérieur qu'il y ait des problèmes, mais ça peut être aussi lié à nos partenaires. Parce qu'en fait, il y a des ressources externes. Et ces gens-là aussi peuvent être soit en retard ou renoncer ou je ne sais quoi. Il y a donc des problèmes
que le ministre doit aller à l'Assemblée justifier et nous expliquer pourquoi nous en sommes à ce niveau. C'est devenu une nécessité pour le ministre. Ah, mais c'est une obligation. Sénégalais, comment en est-on arrivé là? Mais c'est une obligation, c'est son métier, c'est son domaine. Oui. Donc c'est son secteur. Quand le FMI parle... Il ne peut pas rester sous silence quand même. Non, ce n'est pas possible. Quelle problématique non. Qui touche quand même les... Écoutez, la première fois que Loum, excusez-moi, l'ancien président Loum avait parlé de tension, oui. mais le ministre est sorti. Donc aujourd'hui, on attend, après la sortie donc du FMI, mais on attend la sortie du ministre pour nous donner comme... L'Assemblée nationale aurait dû s'autosaisir quand même, les députés, pour quand même justement apporter beaucoup plus de lisibilité par rapport à cette sortie du FMI. En tout cas, en fin d'année, il sera tenu. Parce qu'en fin d'année, le ministre doit revenir à l'Assemblée nationale, expliquer le gap qui peut être dû à un phénomène. Et s'il y a des ressources supplémentaires aussi, expliquer. Mais en général, ces gaps-là, en fin d'année, il y a un rapport qui de présentation, Produit par qui? Normalement, le ministère des Finances. Lui qui est l'argentier de l'État, qui sait combien il a encaissé et qui sait combien on avait prévu. Et donc, c'est ce rapport-là qui va expliquer pourquoi on n'a pas atteint tel objectif, pourquoi il y a tel gap et quelles sont les sources de ce gap-là. Moi, je crois qu'il va réagir comme ça. Alors, toujours dans la même rubrique, venons-en à la croissance. Plus de 6% pour la 5e année consécutive, le FMI estime qu'elle devrait se situer au-dessus de 6% en 2018. Oui. À ce niveau. Ce qui m'étonne, c'est pourquoi ils ne disent pas au-dessus de 7%? Parce que là, on est à 7,2. Mais voilà. Oui. Donc, pourquoi nous disent-ils au-dessus de 6%, comme s'ils craignaient qu'on ne puisse même pas atteindre peut-être les 7%? Bon, soit ils sont en train d'alerter, soit ils ont déjà peut-être des calculs prévisionnels qui leur permettent de comprendre qu'on ne peut pas atteindre 7%. Bref. Là, il y a un problème de chiffres. Hein? Oui, de toute façon, là aussi, je crois que les services du ministère devront peut-être expliquer pourquoi le FMI n'est pas allé à 7% dans ses prévisions et est resté seulement à... Qu'est-ce qui pourrait justifier pour vous l'écart souligné entre nos chiffres et ceux du FMI souvent? Parce que je dois rappeler qu'en 2013, si je ne me trompe, entre l'ANSD, les services de la statistique du ministère des Finances et ce que le ministre des Finances a donné comme taux de croissance à l'époque, je crois que les deux services de statistique étaient dans les 2,5, 2,6. Et 2-3 jours après, je crois que le ministre est venu avec un taux de 3,5 ou 7%. Depuis lors, un confrère de l'université de Saint-Louis a sorti un concept pour dire chiffrite. Finalement, personne n'a plus confiance aux chiffres du gouvernement. Mais c'est dû à quoi? Mais là, la problématique, c'est la question du statut du chiffre finalement. Oui, mais ils sont les seuls capables de produire les chiffres. Oui. Parce que au niveau de l'économie, il y a tellement de secteurs d'activité que personne n'a les moyens d'avoir les moyens produits par les secteurs. Donc, les services de statistique, bon, nous on continue de croire que quand même l'ANSD doit rester ce service très sérieux. Parce que les statistiques sont comme une religion. Hey, pour ceux qui ont été à cette école-là, mais le chiffre est tellement grave et que on doit surveiller son calcul. Mais oui, mais finalement, est-ce que c'est pas l'incertitude sur les décisions politiques, les chocs économiques et les réactions en chaîne qui en découlent et l'ampleur des cycles économiques qui rendraient peut-être l'exercice de prévision périlleux, peut-être? Oui, c'est peut-être un ensemble, mais c'est leur métier. Normalement, ils doivent être dans les bonnes dispositions. Vous savez, en Europe, c'est par mois, c'est par trimestre. Oui. Même ici, par trimestre, souvent, on sort
les niveaux Oui. de croissance mensuelle, trimestrielle. Hein. Moi, je le dis bravo à l'ANSD parce que Pour ce qui est de la prévision, la DPE aussi souvent oui. publie. Hein. Publie aussi parce que dans chaque ministère même, il y a en fait un service de statistique qui fait de ces petits calculs-là. Donc, mais en fait, il y a un problème de confiance maintenant dans ces chiffres-là. Okay. Moi, je respecte l'ANSD. Parce que je sais que ce sont des ingénieurs formés à bonne école. Et vraiment, qui connaît les chiffres doit savoir que les chiffres, c'est comme la religion. On ne doit pas, surtout s'il s'agit de statistiques nationales, qui seront portées par tous les organismes. Tout le monde travaille sur cette base-là. Et donc, moi, je crois que peut-être que l'ANSD produit quand même, à mon avis, de bons chiffres. Maintenant, ce qu'on nous cache, c'est personne ne peut vous dire au Sénégal quel est le taux d'endettement. Personne. Ah oui? Non. Personne. Vous n'avez jamais... Tout le temps qu'on est en dessous des... Oui, mais c'est quoi en dessous? Mais quel est le chiffre? Oui, non. Ça, c'est la norme. Ça dit que ils disent actuellement que nous sommes à 61%. Oui. Mais attention, hein, ce 61%-là, c'est parce que on a redimensionné oui. C'était à Abdou Diouf, là, au centre Abdou Diouf. Vous vous souvenez, il y avait une conférence pour redimensionner, disent-ils, un peu rééquilibrer les comptes nationaux. Oui. Et pratiquement, le PIB était passé, je crois, de 9 000 à 11 000. Exact. Si tous les agrégats ont été modifiés, mais si on dit aujourd'hui nous sommes à 61%, c'est parce que donc, peut-être qu'avant la modification, est-ce qu'on n'était pas à 67-68%? Bref, même si nous sommes à 61%, nous sommes morts. Parce que la capacité d'endettement, c'est une norme. On dit 70%. Il y a un pays qui peut aller à 100% comme la France ou les États-Unis. Mais ces pays peuvent générer des ressources capables de rembourser le service de la dette. Mais nous, on n'a que la fiscalité jusqu'à aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore dans le pétrole et le gaz. Aujourd'hui, oui, le diagnostic est fait. Quelles sont les conséquences au regard de cette sortie du FMI confirmant cette tension budgétaire? Qu'est-ce qui peut se passer? C'est ça que je dis. C'est-à-dire que la capacité d'endettement, ce n'est pas la capacité de remboursement. Je donne un exemple terre à terre. Moi, je suis financier, je vais à la banque. Je dis, je veux un prêt bancaire. Le banquier prend mon salaire, il le divise par 3. Il me dit, oui, ta capacité, nous, ce que la loi nous permet, c'est de te prendre un tiers de ton salaire. Supposons tu as 600 000. La banque te dit, je peux te couper 200 000, je ne peux pas aller au-delà. Mais est-ce que tu vas l'accepter? Mais avant d'accepter, tu lui dis, attends, donne-moi, je fais moi aussi un petit calcul. Je dois payer ma location, les enfants vont à l'école, la dépense de ceci, madame demande cela. Je fais mon petit calcul, je suis à 500 000. Mais je vais dire au banquier, non, je sais que j'ai cette capacité d'endettement. Mais je n'ai pas la capacité de remboursement. Et donc, coupez-moi seulement 100 000 francs. Alors, donc, si on ne fait pas très attention sur la capacité de remboursement, et je répète que le Sénégal est un pays fiscal. C'est pourquoi aujourd'hui, pour avoir de l'argent, mais ils courent partout. Ils sont allés presque jusqu'à confisquer la patente des collectivités locales, soit disant qu'on va en faire une caisse commune. Par conséquent, quand la capacité de remboursement dans le budget il n'est pas loin de 900 milliards annuels, donc nous risquons d'aller jusqu'à un service de 90 milliards par mois. Cela veut dire que tant que ça monte, nous sommes obligés de prendre ce qu'on a comme moyens fiscaux, de rembourser et de croiser les bras pour faire quoi? Fermer tous les chantiers qui sont financés par l'État. Il n'y a pas d'argent. C'est le cas présentement. Mais c'est le cas présentement. Il n'y a que des PPP, les chantiers PPP, partenariat public-privé, comme un chantier de Chinois, un chantier de Turcs, un chantier de Marocains. Mais ces chantiers continuent avec l'argent de ces gens-là. Mais quand c'est un chantier qui est un hôpital, comme Touba, qui est une université, comme Kaolack, que l'État doit financer, parce que la rentabilité sociale est trop lente, quoi. Mais dans ce cas-là, mais tous ces chantiers sont à l'arrêt. Est-ce que dans un pays normal... Le siège du gouvernement, là, oui, en centre-ville. Oui, la peinture de... Comment on dit encore oui. Le siège du gouvernement. Du gouvernement, mais qui ne finit jamais. Il n'y a aucun projet pratiquement piloté par l'État du Sénégal avec son argent qui a atteint son terme. Est-ce que dans un pays normal,
quand un État sort de l'argent de sa poche, est-ce que cet État-là mettrait une arène de lutte d'abord et une arena avant de mettre une université? Non. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est plus facile pour l'État aujourd'hui de faire n'importe quelle arène que de faire une université. Parce que quand tu dis université, les bailleurs de fonds refusent. Ah oui? Non, pas bailleurs de fonds, mais les partenariats PPP là souvent, mais une université qui va payer? Les étudiants ne paient pas. Si c'est un hôpital, par exemple, clinique privée, ils savent qu'il y a des recettes. Ils l'acceptent, après ils prennent la clé et qui entrepaient. C'est comme le Ila Touba là. C'est trop facile pour financer ces choses-là. Mais donc le drame, c'est que là où les secteurs sociaux, où la rentabilité est pas nulle, mais elle est extrêmement lente et très faible, comme un hôpital, comme une école, une université, mais ces chantiers ne finiront jamais. Parce que l'État n'a pas les moyens de faire ça. Et voilà que des partenaires viennent nous mettre ce qu'on peut-être n'a pas besoin, ou alors qu'ils ne sont pas en tout cas dans l'ordre prioritaire des besoins des Sénégalais. Ce qui se passe à l'université Gaston Berger, respecter les engagements à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, entre autres, est-ce que c'est ce qui explique, c'est cette situation de trésorerie qui explique justement ce qu'on est en train de vivre à l'université Gaston Berger de Saint-Louis? Mais les retards de paiement sont notés dans tous les secteurs, y compris dans le secteur éducatif où les enseignants qui étaient en grève, vous les avez entendus, l'État leur doit 80 milliards derrière de je ne sais quoi. Hein? Les étudiants, mais peinent à recevoir leur bourse. Et c'est ce qui avait causé la mort de l'étudiant de Saint-Louis. Mais pourquoi alors, dans ces conditions de difficulté de trésorerie, au lieu de régler un problème d'agenda, de calendrier, pour dire qu'il faut payer les étudiants à temps, mais pour éviter que la colère de ces gens-là, on augmente les bourses. Et on baisse le repas des étudiants. C'est-à-dire que c'est même pas réfléchi. Il se crée des problèmes inutilement, parce que le même jour où on a tué l'étudiant, je crois à midi, avant 14h, ils ont envoyé les messages pour dire aux étudiants, venez prendre votre argent. Donc, ce ministre-là, c'est que ici il y a le feu. Il ne fait rien. J'ai entendu le ministre de l'enseignement supérieur dire, mais nous avons envoyé, je ne sais pas quel papier, au ministre des Finances pour une avance seulement de 3 milliards. Mais ça n'a jamais été fait. Le bon, oui. Jusqu'à ce qu'on renvoie 40 000 jeunes Sénégalais pour un problème. Dans les établissements privés. Pour un petit problème de 3 milliards. Il faut attendre maintenant que ces gosses-là, 40 000 étudiants privés, sortent dans la rue, se battent avec les policiers, qu'il y ait des blessés ou même des morts, pour qu'on vienne dire non, on va vous donner tout de suite votre argent de 3 000. C'est-à-dire que c'est comme si, avec les finances publiques, on était en train de faire du takale quoi. Tant qu'il n'y a pas le feu, on ne règle pas le problème. Donc, ils agissent. C'est quoi un défaut de liquidité? Mais c'est ça, ce défaut de liquidité fait que, finalement, face à 1000 problèmes, ils sont en train de dire non, tant qu'il n'y a pas le feu, régler là où il y a le feu, mais les autres, il faut les laisser passer. Parce que je ne peux pas comprendre, pour une petite dette de 16 milliards, depuis 1 an et demi, ça traîne depuis 2017. Et si on entre en 2019, ce sera 3 ans de nos paiements. De combien? C'est un petit 16 milliards. Là où tu es capable de mettre 1000 à 1200 milliards dans un train. Hein? Là où tu es capable de mettre 37 000, je ne sais pas combien, dans ce qu'on appelle les DER là, je ne sais quoi là. Donc, est-ce que réellement il y a un ordre prioritaire dans leurs dépenses? Moi, je préfère mettre tous les Sénégalais à l'école, prendre tout le budget du Sénégal, le mettre à l'école, hein, que d'aller quand même faire des DER et des bourses familiales politiques, etc. Donc, il y a un problème. Et c'est aujourd'hui que, après tant d'années de mauvais choix, ce que j'appelle même de gaspillage, que nous sommes en train d'être rattrapés. Ah oui? Ah ben oui, en train d'être rattrapés parce que... Rattrapés par ces difficultés financières. Oui. Politique. Mais c'était depuis l'année dernière. Ce qui a sauvé cette année-là ou l'année dernière, mais ce sont les emprunts obligatoires, les eurobonds. Oui. Imaginez que dans ce pays-là, il est entré l'année dernière 1200 milliards ou 1300 milliards. Où sont passés ces 1300 milliards? Et même le FMI avait alerté en recevant l'argent en leur disant au moins gardez la moitié pour l'année 2019.
Et il avait réagi pour dire, oui, nous sommes autonomes, nous sommes libres. Ils sont autonomes. Le FMI vient d'alerter. Et sans compter les mauvaises gouvernances. Parce que quand le FMI a pointé du doigt la poste et a dit, il faut arrêter de donner de l'argent à la poste. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces subventions-là vont s'arrêter. Et si ça s'arrête, nous allons entrer dans un cycle d'ajustement. Ah ben oui, on n'a pas le choix. Ajuster ce qui reste, le peu qui reste. Mais avant de faire une analyse comparative, au Tchad, c'est le même problème. Que se passe-t-il finalement? Il ne se passe rien du tout. Il ne se passe que on ne travaille pas assez. J'aime bien l'exemple du Rwanda qu'on donne, mais je ne suis pas d'accord. Le Rwanda, c'est le Rwanda. Le Sénégal, c'est le Sénégal. Nous ne sommes pas des Rwandais, les Rwandais ne sont pas des Sénégalais. Le Rwanda est sorti d'une histoire, d'une grande bataille, où presque c'était un pays chaos qu'il faut reconstruire. C'est comme le Japon à l'époque. Alors, ce pays-là, on ne peut pas le comparer au Sénégal. Si le Rwanda, dans sa reconstruction, a pu reconstruire et les mentalités rwandaises et l'économie rwandaise, nous ne sommes pas dans une révolution. Mais c'est le modèle qui n'est pas bon, oui. La vision. Non, c'est justement, c'est le modèle qui n'est pas bon. Tant que nous importons du riz, alors que c'est possible de le cultiver au Sénégal, avec tout ce que ces gens-là nous disent d'autosuffisance alimentaire en 2017, personne n'en parle plus. Mais on n'en parle plus, parce qu'ils savaient pertinemment que c'est un slogan de campagne. Donc, nous sommes incapables de mettre 400 milliards dans l'agriculture pour atteindre les objectifs de la Guana, par exemple. Mais nous sommes capables de mettre 1200 milliards dans un petit train de 35 km. Et nous sommes capables de mettre 400 milliards dans une autoroute à gaspillage, moi je l'appelle comme ça, pour l'appeler Ila Toba, pour contenter une communauté. Moi je suis mouride, je fais partie de ces communautés-là. Mais c'est de la politique. Ce n'est que de la politique. Donc on ne va pas, on n'est pas allé vers l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord manger et boire. Nous ne sommes pas en sécurité. Je ne parle pas d'armes à feu, non. La sécurité, c'est au moins dans ce pays, si le monde était en guerre, que les Sénégalais peuvent s'enfermer chez eux au Sénégal et manger. Mais on pourrait parler de ces besoins utiles et nécessaires. Mais physiologiques. Comme disait Kant. On les appelle comme ça. Ces besoins physiologiques, mais manger et boire. Globalement, c'est la mauvaise gestion qui nous met dans du fanfaronnade, quoi. En fait, ce que moi j'appelle les investissements de prestige. C'est-à-dire, au lieu de ces 1200 milliards dans un train, mais moi j'aurais préféré 500 milliards dans la terre et dans l'eau. Et les problèmes du Sénégal étaient au moins réglés à ce niveau-là. Et on va tendre vers d'autres besoins. Il n'y a pas d'hôpitaux. Moi j'habite à Mbaké. Il n'y a pas d'hôpital à Mbaké. On parle de district 3 ou district 2, c'est des dispensaires améliorés. Mais il n'y a pas d'hôpital à Mbaké. Donc voilà les problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés. Il n'y a pas d'université. On est obligé, quand un gosse a le bac aujourd'hui, ses parents sont stressés. Très souvent, c'est la fin de vie scolaire de ce gosse-là. Parce que ses parents n'ont pas les moyens. Il n'y a pas d'université où le mettre. C'est des choix, c'est des mauvais choix. L'alternative ne manque pas. Oui, mais alternative, c'est faire un choix au moins raisonné. Hein, moi, je ne suis pas satisfait de ces alternatives. Par exemple, quand on dit oui, on va les envoyer dans les écoles privées et payer. Non, je dis, on doit pouvoir mettre, les écoles privées ont leur clientèle. Il y a l'école publique qui a sa clientèle. On doit dépasser, on doit arriver à une université par région. Pour les spécialiser. Mais on préfère quoi? On préfère aller dépenser de l'argent dans la peinture d'un immeuble de 37 milliards. Alors que si tu mets 37 milliards, si tu n'as pas une université, tu as presque une université. Hein? Ou bien la moitié. Bref, ces mauvais choix nous ont conduit à du gaspillage dans des dépenses. Et aujourd'hui, nous sommes dans une tension de trésorerie. Et j'ajoute le mot tension de trésorerie extrême. Extrême, dites-vous. Alors, les sujets, on va procéder par étapes pour mieux faire comprendre à nos auditeurs justement la situation économique actuelle. Sujet à polémique, le contrat d'affermage de l'eau. Le choix de Suez pour la gestion de l'eau face à ses autres concurrents que sont la SDE et Veolia, ça également suscite beaucoup de réactions et de mécontentement. Que vous inspire justement ce dossier? Oui, moi, la première fois que vos confrères m'ont interpellé sur la question, j'ai dit, ne vous fatiguez pas.
Oui. Ah ouais, écoutez, c'est un choix politique. Moi, je crois que les appels d'offres ici au Sénégal. Ça repose sur la base d'un cahier de charges. Oui, mais écoutez, nous sommes au Sénégal, on a tout vu ici. Et moi, je pointe du doigt la bonne gouvernance. Ah oui? Ah ben oui, sur tous les plans. Ah ben, mais même à ce niveau. Oui. Oui, les appels d'offres, oui, le gouvernement. Comment se fait-il que, avec le pétrole par exemple, qu'un ministre démissionne en pleine séance, là où l'appel d'offres devait être très clair? Est-ce que là, quand c'est clair et bien fait, un ministre va démissionner? Donc, qu'on ne vienne pas me dire, oui, on l'a donné à ce jeudi. Moi, je n'ai pas ce problème, parce que je sais que ça ne repose que sur, pour moi, sur un choix politique. Maintenant, vivement que Suez ne fasse pas moins que SDE. Moi, c'est tout mon problème. Moi, je suis un consommateur. Que vivement que, qu'on continue, on ne baisse pas le prix. Qu'au moins le prix soit maintenu. 2, que la qualité de l'eau ne soit pas dégradée. 3, que les zones qui ne sont pas aujourd'hui accessibles, qui n'ont pas accès à l'eau plutôt, voilà, au moins, etc. Que on trouve d'autres sources d'eau pour mieux arroser le pays, aussi bien pour l'eau de consommation des ménages que pour l'eau pour les maraîchers. Mais, donc, moi, mon problème, c'est qu'au moins, à défaut de faire mieux, qu'on garde le cap. Mais donner Suez, donner SDE, pour moi, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Mais il y a des privés sénégalais qui sont quand même dans le capital au niveau de la SDE. Oui, moi également, oui. Moi, vous savez, le privé sénégalais, depuis le Code des investissements en 2012, bon, franchement, je les respecte beaucoup, mais je ne les entends pas. Ah oui? Ah oui, moi je ne les entends pas. Parce que dans le Code des investissements, il y a du tout et n'importe quoi. Ah oui? C'est quoi, par exemple, offre spontanée? Qu'est-ce que vous gêne dans le Code? Oui, mais spontanée? Oui, mais c'est une catastrophe. En quoi? Parce que d'abord, n'importe qui peut passer par derrière, dire à n'importe quel responsable politique, ministre ou je ne sais quoi, que voilà, moi, ou bien c'est même le responsable politique qui va lui dire, fais-moi un dossier dans tel domaine. Si tu le présentes pour la première fois, je peux dire offre spontanée parce que nous ne sommes pas demandeurs. Donc viens toi faire la demande. Ça, c'est trop facile. Quand c'est spontané, mais on n'a pas besoin d'appel d'offres. Deuxième chose qui m'agace, cette économie je ne dis pas est vendue, mais est donnée gratuitement à des étrangers soi-disant qui ont le capital. J'ai entendu le président dire avant-hier, nous on n'a pas les moyens de faire ceci, de cela, donc il faut qu'on leur donne et il faut bien les accueillir, etc. Je suis bien d'accord que nous devons accueillir le capital étranger, mais aller n'importe où dans quel de ces pays maghrébins par exemple, est-ce qu'une personne étrangère peut même acheter un taxi et le conduire? Ce n'est pas possible parce qu'on protège effectivement l'économie de ce pays-là. Personne n'a dit dans ce code-là que n'importe quel investisseur doit être accompagné par un Sénégalais. Qui doit forcément entrer dans le capital. Peut-être si un investissement est peut-être inférieur à 500 millions, ça ce n'est pas grave. Mais tant qu'un investissement dépasse un certain niveau, on n'aurait pas le même problème qu'on a aujourd'hui avec le Auchan. Parce que dans le Auchan, si on avait exigé ça, il y aurait au moins 35% de l'UNACOA dans le modèle Auchan. Et si demain Auchan abandonne, les Sénégalais n'abandonnent pas. C'est-à-dire que même le transfert de technologie doit forcément passer par l'implication des Sénégalais dans la construction de ce capital étranger-là. Donc le code ne prévoit, c'est rien du tout. C'est-à-dire que c'est un code pratiquement vierge où aucun entrepreneur sénégalais, aucun capital ou capitaine d'industrie sénégalais n'est protégé. Mais c'est pourquoi ils sont tous out. Ils sont out. Est-ce qu'on a besoin d'appeler des Marocains pour faire des immeubles à pompiers là? Hein? Alors qu'on a construit avant-hier seulement c'était Gorgui avec des Sénégalais. Tout le monde sait que nous sommes capables de le faire. Donc si nous sommes capables de le faire et que le gouvernement à chaque fois préfère voilà un Turcou, un Marocain ou bien un je ne sais quoi France. Qu'est-ce qu'il explique? Mais je ne sais pas, ce sont peut-être des intérêts cachés. Moi je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est derrière ce choix-là. Ce choix-là intrigue tout le monde.
même les entrepreneurs sénégalais ne se retrouvent pas dans le choix du gouvernement. Ils sont allés une fois au centre Abdou Diouf là, je les ai entendus dire au président, oui, il faut nous aider, je ne sais pas à quoi, là, mais le président a été très clair, débrouillez-vous. Alors que quand tu dis à ton capital national, débrouille-toi, pendant ce temps, tu es peut-être en train d'aider le capital étranger à bien s'installer. Il y a problème. Oui, il y a problème. Il y a problème, dites-vous, de ce point de vue. Justement, la SDE et Veolia comptent saisir ce lundi donc la RMP pour contentieux, dossier à suivre après avoir bien sûr été débouté par le ministre en question, le ministre de l'hydraulique. Alors, une autre polémique, puisque de polémique à polémique, justement, nous arrivons à celle donc des contrats d'exploitation des ressources naturelles du Sénégal. Et là, avant cela, il y a justement l'attribution du fer de Falémé. De ce point de vue, comment comprenez-vous justement cette polémique autour de l'attribution justement du jugement de fer de Falémé? Non, c'est pas seulement le jugement de fer qui fait polémique. Je crois que depuis 2012, si vous vous souvenez bien, quand on a attribué le premier puits de pétrole à 10 tons. Et là c'est pas moi. Ils n'ont qu'à aller ouvrir le livre de Sonko pour trouver les bons mots là-bas à Aliou Sall et je ne sais pas avec cette société-là. Mais depuis lors, ce n'est pas clair. Chaque fois que les gens parlent, si ce n'est pas le président de la République qui réagit, c'est le Premier ministre. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Que oui, taisez-vous, il ne faut pas en parler, vous n'en savez absolument rien du tout. Et quand les gens les accusent, qu'est-ce qu'ils vous disent? On va aller au tribunal. Est-ce qu'on a une seule fois convoqué quelqu'un dans ce domaine-là? Je me rappelle le forum civil de Biram Seck. Biram Seck était un jour convoqué, je ne sais pas, il y avait une polémique avec Aliou Sall. Foumoudjé, rien du tout. C'est-à-dire qu'ils savent parfaitement qu'ils sont incapables d'aller au tribunal avec ces gens qui parlent de ces choses-là, parce que tous ceux qui parlent ont peut-être des dossiers. Moi, je n'entre pas dans le fond, mais je reste au niveau de la bonne gouvernance. Je dis, pour éviter ou arrêter la polémique, depuis 2012 sur ces ressources-là, le code minier devait être éclairci depuis très longtemps. Et jusqu'à présent, il y a des problèmes au niveau de la gouvernance des ressources minières, parce qu'il n'y a pas un code très clair que les gens peuvent lire. Deuxièmement, il y a que le gouvernement, depuis que Idriss Seck les avait interpellés, souvenez-vous, avec le contrat avec la Mauritanie. Oui. Le gouvernement avait dit que oui, on ne parle pas dans la rue. On va parler là où c'est normal. Et puis ils sont allés à l'Assemblée nationale. Nous avons suivi. Ils n'ont rien expliqué. Ils n'ont rien dit. Que oui, c'était vraiment du 50-50. C'est un bon contrat. Mais ça ne suffit pas. Moi, je crois que quand nous entrons dans ce secteur des ressources minières et pétrolières, nous devons faire très attention. Beaucoup de pays ont brûlé simplement parce que les ressources engrangées, financières engrangées par ces secteurs sont tellement importantes que ça attire quand même tout le monde. Et pour que les Sénégalais soient tranquilles, dans ce qu'ils gagnent dans ces ressources-là et comment les dépenser, moi je crois qu'on devait anticiper pour faire de la bonne gouvernance, mettre tout ça dans l'Internet. Allez regarder les contrats que nous avons signés avec ces compagnies. Regardez peut-être aussi combien nous gagnons par secteur. Vous savez que nous avons de l'or. Mais personne ne parle de combien. Est-ce que cet or-là nous rapporte 30 milliards? C'est à peine 50 milliards. Donc, si ça doit se faire comme l'or, on va encore continuer de vivre notre misère et on dira pourtant il y a du pétrole, mais personne ne le zircon. Donc rien n'est clair. Moi je parle au niveau de la bonne gouvernance. Quantité de ressources, moi je n'ai pas cette maîtrise-là, je ne suis pas spécialiste de ces choses-là. Mais au moins au niveau de la bonne gouvernance, que le gouvernement arrête quand même de nous dire taisez-vous, on va continuer de parler et d'exiger la clarté.
par rapport à ces contrats qui sont signés. Oui, mais pour le gisement du fer de Falémé, qui inquiète des candidats au nombre de 10 ont déposé un texte comment, pour demander au chef de l'État de ne pas renoncer à ce contrat. Moi, ce qui me désole, c'est qu'à quelques mois des élections, moi je crois que depuis, pour cette année 2018, le président Macky Sall ne devait plus signer rien du tout. Et dire à tout le monde, attendons après les élections. Celui qui gagne va prendre le relais et il va peut-être signer avec vous. Mais à quelques mois des élections, si un président de la République prend la responsabilité comme de signer un contrat, moi je dis, franchement, à mon avis, c'est pas bien pensé. Et ces partis politiques, tout le monde, les gens ont raison de dire non, mais il ne faut pas le faire. Parce qu'on a peur, quand un ministre de la République démissionne sur fond de contrat polémique avec Total et l'État du Sénégal, un ministre qui démissionne, mais c'est parce que dans ces contrats-là, mais tout le monde peut comprendre qu'il y a des problèmes. Encore qu'ils refusent de le mettre dans l'Internet pour que ça soit visible. Il n'y a rien à cacher. Même s'ils ne mettent pas tout, qu'ils nous mettent une synthèse de combien on a signé, combien d'années, combien de quantités. Voilà combien de quantités. Les offres, l'appel d'offres a été fait, on a fait le jugement. Voilà pourquoi telle compagnie a gagné. Mais ce n'est pas clair. Donc, et tant que ce n'est pas clair, on continuera de parler. Y a-t-il un problème de gouvernance aujourd'hui? C'est ça la gouvernance. Moi, je crois que le deuxième point du PSE, si je ne me trompe, c'est la bonne gouvernance. Oui. Alors, cette bonne gouvernance est aujourd'hui décrite à tous les niveaux. D'abord, parce que c'est un pays qui est dans l'impasse. Impasse politique, impasse économique, impasse sociale, budgétaire aujourd'hui, avec la trésorerie assez bancale. Il y a problème. Quand vous allez dans tous les domaines des contrats, il y a un problème, ce n'est pas très clair. Vous allez dans la gouvernance judiciaire, on vous dit Kumba Amdei, Kumba Muldei. Vous allez dans le contrôle exercé par des agents assermentés de l'État, comme l'OFNAC, on vous dit non, c'est pas grave, etc. On vous sort autre chose. Donc, globalement, à mon avis, on n'attendait pas ça de ce régime. Très franchement, les gens sont déçus par une mauvaise gouvernance. Parce que quoi qu'on puisse dire, on a élu un président jeune avec beaucoup d'espoir. Les gens croyaient quand même qu'au moins sur le plan de la bonne gouvernance, le président de la République serait quand même au-dessus du lot et dire à ces goros-là, à ses frères, non. Parce que c'est ça que nous avons combattu pour ça. Mais quand vous venez au pouvoir avec toute votre famille, décrier et vous continuez de nommer même votre frère il n'y a même pas un an. C'est comme si donc vous considérez les Sénégalais comme des moins que rien. Alors ce sont ces gens-là qui vous ont porté au pouvoir. Donc globalement, la gouvernance quand même souffre de beaucoup de manquements. Et c'est ça peut-être qui fait peur aux Sénégalais qui finalement voilà, sont dans l'impasse, attentistes. C'est comme des gens aujourd'hui égarés, fatigués. Leur souffrance, manque de nourriture, voilà, manque les problèmes de scolarité, les problèmes de travail, manque de travail, la jeunesse, voilà, avec l'emploi, on nous offre, je ne sais quoi, à quelque part des élections direction de l'emploi rapide. Je ne sais pas si c'est du français, quel est ce concept-là, qui l'a créé. Vous savez, l'emploi est trop sérieux pour être donné à un politicien qui va le vendanger en 48 heures. Sortir 37 milliards pour dire que je peux créer 500 milliards. C'est la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Mais c'est quoi ce concept-là? Vous savez, l'emploi, il faut des incubateurs. Et ces incubateurs-là doivent non seulement vérifier la portée des projets, faire de l'accompagnement dans le financement et de l'accompagnement dans la gestion. Ça, si c'était sérieux, ça fait depuis 4 ans, 5 ans, on aurait mis en place, ces cabinets-là existent ici. On les convoque, on leur donne ces missions-là. Vous prenez ces 37 milliards-là, vous payez à ces gens-là.
on peut même faire le paiement et le financement. Mais ils vont accompagner tous les jeunes qui seront capables de créer des startups et donc de monter en puissance, mais accompagner. Mais comment, on se lève un bon matin, on prend 37 milliards, on convoque des femmes, on leur dit, bon voilà, vous avez un chèque de 50 millions là-bas, de 20 millions là-bas en tant que groupement de femmes. Wade, avant de partir, avait donné, je crois, 10 milliards pour régler un peu quand même le problème de l'emploi. Mais ça finit à l'eau. Donc ça, c'est pas une solution. Donc je crois que globalement, cette gouvernance-là, je le dis par respect, mais ça manque de vision. À mon avis, les choix politiques, les choix économiques, les choix sur les investissements, il y a des problèmes. On devait aujourd'hui économiser beaucoup d'argent, faire beaucoup plus de choses que les Sénégalais attendent, que quand même se mettre dans des choses qui, pour moi, sont quand même du domaine du gaspillage. Du gaspillage, vous voulez parler de ces infrastructures inaugurées ça et là? Oui. Bon, principalement, quand vous prenez 400 milliards de cette route que tout le monde connaît, vous prenez les 1200, dit-on, 1200 milliards de ce train-là, si vous y ajoutez peut-être tout ce qu'on a appris sur le building administratif, tout ce qu'on est en train même de mettre dans des maisons de marabout, mais on est tout de suite à presque 2000 milliards. 2000 milliards qu'on pouvait économiser. Et avec 2000 milliards, si on avait réussi avec 2000 milliards à mettre 4 universités, 5 hôpitaux de classe exceptionnelle, mais le président Macky Sall n'allait pas faire campagne. Et le bilan du président Macky Sall à 4 mois de la présidentielle. Moi, j'espère quoi? Satisfaction, regret, échec? Bon, de toute façon, si je prends le PSE, c'est la politique qui est appliquée. Oui. Si je prends un point comme la bonne gouvernance, je ne suis pas satisfait. Pour moi, c'est une très mauvaise gouvernance, une gouvernance partisane à tous les niveaux. Si je prends le deuxième point, capital humain. Mais ce capital humain, pour le construire, mais il faut il doit manger et boire, aller à l'école, se soigner. Qu'est-ce qu'on a fait? On croit que le capital humain, c'est une bourse familiale. Et les autres, qui n'ont pas de bourse familiale, qui ont besoin d'aller simplement à l'école, qui ne peuvent pas aller à l'école, avec tout ce qu'on a comme case de paille là, je ne sais pas comment encore on l'appelle là. Les sans-abri. Les sans-abri. Mais quel est l'hôpital ou le dispensaire quand même etc. Donc le capital humain, on l'a laissé en rade, sans compter le chômage massif des gosses. Et le troisième point du PSE, c'est la transformation structurelle de l'économie. Un seul exemple. Prenez l'arachide. Avec le chiffre, ils nous disent 1 million de tonnes, je ne sais pas, 1 million et quelques de tonnes. Et on a des problèmes. C'est-à-dire qu'on n'a rien prévu pour une transformation structurelle. Si on n'est pas capable de prendre cette arachide, de la transformer, il faut arrêter la culture de cette arachide, au moins pour la moitié. Et entraîner les paysans dans une autre forme de culture. Et où est l'autosuffisance alimentaire? Quand tu le dis, on te dit on a acheté des tracteurs. Il y a quelques tracteurs. Il y a d'autres cycles quand même de culture. Oui, mais aujourd'hui, il n'y a que l'horticulture qui marche à merveille. C'est très bien, l'horticulture. Mais vous savez que la pêche est morte, que l'agriculture, avec l'arachide, on a des problèmes. Aujourd'hui, la Sonacos peine à acheter même l'huile qui a été transformée avec de façon artisanale. Mais on a des problèmes. Les trucs de Touba là, les opérateurs de Touba sont allés voir le marabout pour lui dire qu'on a où est donc la transformation structurelle. Si c'est des tracteurs là, mais Wade était le premier à acheter des tracteurs depuis sa Guana. Hein? Mais on n'a pas emblavé suffisamment de terre. L'alternative, c'est quoi? C'est changer. Changer de politique et éviter quand même de faire des comparaisons qui ne marchent pas. Le Rwanda, c'est pas le Sénégal. Le Japon, on avait bombardé, mais on relevait. Non, ça, c'est pas le Sénégal. Le Sénégal est un pays, malheureusement, mal arrosé. Et je parle de la pluie, hein. On n'a que 3 mois. Il faudra, sur les 9 mois,
inventer un système qui permette aux gens de retourner et de cultiver la terre. Au moins qu'ils fassent 3 saisons Remettre par année. notre dépendance à l'eau. Mais on a des problèmes. Moi, j'habite la région de Diourbel, jusqu'à Matam, mais les gens ne cultivent que 2 mois. Après, c'est le désert, c'est tellement sec, il n'y a que du vent, tu ne vois même pas un arbre debout. Pourquoi ne pas aller maintenant mettre de l'argent? Parce qu'il faut des moyens, et ces gens-là n'ont pas les moyens aussi. C'est l'État qui doit mettre le cadre et les moyens de les amener, de les éduquer dans une agriculture, etc. Moi, j'ai proposé, par exemple, que les 40 milliards de bourses familiales servent à 40 villages. Est-ce qu'un village, et ça va faire ce que j'appelle une dimension communautaire, hein? On peut me rassembler à une dizaine de villages, vous mettez 1 milliard, mais 1 milliard d'investissement dans un village, même ceux qui sont à l'exode là, ils vont rentrer. Tous les marchands ambulants là vont trouver du travail chez eux, mais ces gosses-là ne peuvent pas rester 9 mois sous l'arbre chez eux à mourir de faim là-bas. Ils viendront, les urbains qu'on voit comme ça. Donc, à défaut de 40 villages pour 1 milliard de villages, mais même 500 millions, vous aurez créé 80 villages communautaires par année. Et ces gens-là, non seulement on va les occuper, il y a du travail, donc il y a du social qui est réglé, mais de l'économique, parce que cette production sera de façon, va compléter tout ce qui nous manque. Il nous manque la pomme de terre, l'oignon, il nous manque du riz, il nous manque du tout. Et toutes ces fractures-là pouvaient être réglées à partir voilà, de ces choix-là. On va les orienter dans, par exemple, le Jolof, on cultive ceci, vous allez venir au Baol, c'est des choix culturels. Oui, l'ISRA va aider à bonifier en fait ces investissements-là avec des cultures qui ont plus de valeur ajoutée que l'arachide. Vous savez, le kilogramme à 100 francs, le kilogramme à 150 francs. Mais on peut faire des cultures, même le piment là coûte plus cher que l'arachide. Et si les gens découvrent qu'ils peuvent avoir une culture avec beaucoup de valeur ajoutée, mais ils vont s'engager. On a la terre dans ce pays-là. Mais on ne va pas attendre de les donner à des Marocains comme les 10 000 hectares qu'on a donnés à des Marocains. Sinon, ça va se finir comme ça. Hein. Et eux, ils vont cultiver, et trop souvent, c'est la bonne culture, et exporter chez eux. Donc, je crois qu'il nous faut revenir presque au béaba. Oui. Éviter tous ces ponts et ces terres qui nous plombent le budget. Là où il y a des Sénégalais à qui il manque de l'électricité. Ces politiques politiciennes. Oui, je donne de l'argent, tu votes pour moi. Voilà, ce sont ces gens de bourse familiale que j'appelle moi bourse politique. Ces 40 milliards devaient pouvoir régler beaucoup de problèmes. Ce qu'on n'a pas fait. Si ces 40 milliards-là, une seule année, pouvaient financer l'hôpital de Touba qu'on a abandonné, sous prétexte que voilà, je ne sais pas pour quel argumentaire, c'est pas normal. Alors que on a les moyens. Qui vous dit que je fais un terre de 1000 milliards? Mais il a les moyens. Hein? Il a les moyens. Mais nous avons de mauvais choix. Et tant le mauvais choix, c'est un gaspillage. Et le gaspillage vous mène tout droit à ce qu'on était en train de dire dans une tension budgétaire. Prions pour ne pas atteindre la rupture. Parce que si on atteint la rupture budgétaire, qui est la faillite ou la banqueroute, mais ce sera l'ajustement économique, comme sous Abdou Diouf. Hein. Vendez la poste, on va tendre là-bas. Vendez la Sonacos, on va regarder ce qui reste de l'État du Sénégal. On va tout vendre. Rappelez-vous qu'on avait vendu la Sénélec. Et c'est le président Wade qui allait récupérer la Sénélec aux mains des Canadiens. Et si aujourd'hui le FMI descend et nous dit vendez la Sénélec, comme vous avez vendu SD. Ça, ce sont les conséquences de la mauvaise gouvernance. Oui. Non, quand vous faites de la mauvaise gouvernance, quand vous atteignez le point de non-retour avec. Mais la Grèce est un pays européen. Quand la Grèce avait été arrivée à ce point-là, mais on lui a appliqué cet ajustement. Hein? Et c'est de tout bas pourtant. Donc, évitons d'arriver au niveau de Abdou Diouf en 84, je ne sais pas, 85. Évitons d'arriver au point où se trouvait la Grèce. Évitons ces choses-là. Quand on dit que oui, la France est à même 110% d'endettement, ce n'est pas l'argument du Sénégal. Le Sénégal ne devait pas dépasser
le niveau du Nigeria qui est du pétrole. Vous savez, le niveau d'endettement du Nigeria est de 40%. Le Nigeria, 40%. Et quand le Nigeria est à 40%, on commence à trembler. Tous ces pays-là, il y a beaucoup de pays qui refusent d'être à 40%. Parce que ce que je vous disais, c'est que la capacité de remboursement, ce n'est pas la capacité d'endettement. Et là, ils sont rattrapés par leur mauvais choix économique. Mais c'est clair. C'est clair. Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas d'argent dans ce pays après tout ce qu'on a emprunté? 1200 milliards, il n'y a même pas 6 mois, je crois, où on a. Où est passé tout cet argent-là? Les eurobonds, oui. Donc, moi, je dis, l'argent est là, on l'a mis dans des projets fallacieux qui nous ont peut-être coûté, budgétairement en tout cas. Allez, dans tous les départements, il y a des chantiers qui sont arrêtés. On a démarré dans tous les presque départements du Sénégal des routes qu'on a arrêtées. Il y a forcément quelque chose qu'on a arrêté. Parce que l'état des finances ne peut plus supporter quand même ces investissements qui pourtant sont les bons choix. C'est une route de désenclavement dans un département. Si vous allez, c'est un dispensaire qu'on devait améliorer. Là, ce sont ces choses-là qui intéressent le peuple, ce sont ces choses qui sont arrêtées. Défaut de planification. Oui. Moi, je crois que la planification économique, planification financière doivent aller ensemble pour qu'on ne tombe jamais au travers de difficultés financières. Mais quand tu ne planifies pas, tu prends le risque d'être possédé un jour. Et c'est ce qui est en train de se passer. À 61%, nous sommes presque aujourd'hui entre les mains du diable. Et il y a le débat, mais ça peut aller très loin dans un ajustement parce que vivement que la Banque mondiale ne s'énerve pas. Hein. L'économie passée au peigne fin, décortiquer, diagnostiquer les limites dégagées, analyser les conséquences données. Ça a été un plaisir encore une fois, Meïssa Babou. Il a été notre invité. Il est professeur d'économie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ça a été un plaisir, un immense plaisir de vous accueillir à l'émission Objection. Merci, Meïssa Babou. C'est moi qui vous remercie. Je suis très content de vous accompagner comme toujours. Et je vous félicite. Merci. Je félicite la radio. Je crois qu'avant d'entrer en studio, je vous ai cité au moins plus de 7 émissions que je suis chez vous. Que ce soit la santé, le code de la route, la religion. Vraiment, vous êtes un modèle aujourd'hui de radio. Je voudrais aussi vraiment vous féliciter pour cette ligne éditoriale. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Au revoir et à dimanche prochain.